Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais passer la journée à Carcassonne. Et bien évidemment, je vais vous expliquer le programme. En première étape, je vais aller visiter la cité médiévale. Bien évidemment, c'est un lieu à ne pas manquer. Je suis déjà venu auparavant. Cette ville est dirigée par Christophe Barthès, qui est maire de cette ville. Et là, je vais prendre en direction le bus. Et après la visite de la cité médiévale, petite balade au centre-ville. Comme vous le voyez, je viens juste d'arriver devant la cité médiévale de Carcassonne. Ce qu'il faut savoir sur la cité médiévale de Carcassonne, depuis 1997, elle fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est un patrimoine aussi qui est protégé. C'est aussi la plus grande cité médiévale d'Europe. Je suis situé devant une porte principale de la cité. Elle s'appelle la porte Narbonnaise, qui a été construite au XIIe siècle. Pour bien visiter la cité médiévale, il faut d'abord faire le tour de la cité médiévale qui fait environ 3 km avec, je pense, 52 tours. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, la cité médiévale commence à se développer, commence aussi à se moderniser pour son époque. Des artisans, des commerçants commencent à s'installer au cœur de la cité. En 1853 et au 19e siècle, un architecte est venu ici, Eugène Viollet-le-Duc, qui est venu aussi refaire des restaurations, car à un certain moment, la cité médiévale commençait à tomber en ruine. La cité médiévale apparaît après la chute de l'Empire romain, et bien évidemment, c'est à partir du XIIIe siècle que la cité commence à s'agrandir, que des remparts commencent à apparaître. La cité de Carcassonne connaît un taux de tourisme très élevé, entre 3 et 4 millions de visiteurs par an. Au tout début de cette vidéo, comme vous l'avez vu, je suis passé devant une porte principale qui s'appelle la porte Narbonnaise, comme je vous l'ai expliqué. Elle servait autrefois de défense. Vous voyez cet espace qu'il y a derrière moi? On appelle ça une meurtrière. Ça permettait aux soldats de voir l'ennemi qui arrivait en face du château. Et les soldats pouvaient tirer avec leur arbalète, avec des fléchettes, pour abattre l'ennemi. Voilà, ils pouvaient voir l'ennemi d'ici. Et vous voyez, tout est pensé parce que les soldats avaient une vue complète sur la ville de Carcassonne. Vous voyez, ici, là, déjà, on est sur un bon lieu stratégique. Alors quand vous descendez de la gare, vous avez la ligne 3 qui vous emmène direction la cité médiévale. Et dans l'après-midi ou vers midi, je sais pas, au cours de la journée, je vous ferai visiter les remparts et quelques structures intéressantes. Et pour l'instant, je fais le tour. Après, j'irai carrément dans la cité. Vous voyez, hein, tout le long, il y a des meurtrières jusque dans les remparts, jusqu'ici. Comme j'ai préparé cette vidéo, les meurtrières servaient aussi à repérer l'ennemi et à tirer à l'arbalète, mais pas seulement, c'était aussi pour faire croire à toute personne qui voulait attaquer le château, une centaine et des centaines de soldats alors qu'il n'y en avait que 50, par exemple.
là, je suis en train de marcher sur un lieu où on a déjà vu à l'écran. Le cinéma a posé ses caméras à Carcassonne. Et si je vous dis Les Visiteurs 1, et oui, le film qui a été réalisé par Jean-Marie Poiret. Et en fait, c'est ici. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Alors on voit Jacques-Louis Lafripouille et Godefroy le Hardi en train de monter à cheval à cette entrée. D'ailleurs, cette entrée s'appelle l'entrée de l'Aude. Voilà, ça fait partie aussi de l'une des entrées principales. Moi, en tout cas, je suis toujours impressionné de toujours venir ici, de me dire que ça a été tourné ici. Et de voir les visiteurs, les visiteurs 1, ça a été un véritable phénomène qui a réuni plus de 13 millions de gens au cinéma. Voilà, c'est à cette entrée qu'il y a eu le tournage des Visiteurs 1. Avec bien évidemment les acteurs principaux, Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier aussi. Sur les scènes qu'on voit dans les Visiteurs 1, c'est avec Jean Reno et Christian Clavier.
Je suis situé dans une structure en bois au niveau du toit, ça s'appelle les ours. Alors les ours, ça sert déjà de base de fortification pour les remparts, mais pas seulement, ça sert aussi à ce que les soldats soient prêts à tirer avec des arbalètes. Juste ici, vous voyez, ça ressemble, vous savez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, des meurtrières. Et ben, tout ennemi qui tenterait de rentrer dans le donjon dans un lieu protégé, parce que le donjon c'est le dernier lieu pour un roi ou pour des personnes prestige, pour se réfugier, c'est un lieu de sécurité. Donc tout est pensé pour sécuriser ce lieu. Et en bas, vous avez un espace où vous pouvez jeter des grosses pierres. Alors je peux vous garantir que jeter des grosses pierres sur la tête d'un ennemi, ça devait pas faire du bien. Voilà, maintenant vous savez à quoi servent les ours, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la base de la fortification des remparts. Ça, c'est vraiment une base de sécurité. Je suis dans l'une des tours qui s'appelle la tour de Grès. Juste ici, nous avons un sarcophage qui date du XIIIe siècle, juste là. C'est un chevalier qui est représenté dans ce sarcophage. Le bleu qu'on voit ici juste au-dessus, c'est du lapis lazuli. C'est une pierre semi-précieuse venue d'Orient. Là, je fais une pause déjeuner, puis après, je vais continuer encore à faire un tour dans la cité. Voilà, alors à la conclusion pour l'instant de ce matin, une partie de la cité. Là, cet après-midi, après manger, je vais continuer. Et après, ça sera le centre-ville de Carcassonne. J'ai fait un tour à la boutique de souvenirs, les cartes postales.
Après avoir visité la cité médiévale de Carcassonne, maintenant le centre-ville. Et voilà, on va aller voir les ruelles de cette charmante commune. J'avais oublié de vous dire aussi que l'une des portes principales, la porte narbonnaise, au-dessus de cette porte, vous avez un espace où les soldats d'avant jetaient des grosses pierres en cas d'attaque dans la cité. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Centre culturel de la mémoire combattante. Ici, c'est une institution où l'on se souvient. Notre principale mission, vis-à-vis des scolaires, des institutions, des visiteurs, c'est le travail et le devoir de mémoire. Voilà. Travail et devoir de mémoire, comment? Eh bien, c'est simple. Ici, par des objets que nous avons. Nous avons aussi des uniformes. Alors nous partons généralement à peu près de la guerre de 1870 jusqu'à nos jours. Sur 3 salles. La première ici, c'est une salle qui est généralement consacrée à l'armée française. La deuxième, nous avons une exposition, des expositions que nous changeons tous les 2 mois sur les grands conflits du siècle. Et à l'étage où nous irons tout à l'heure, c'est un musée de mémoire permanent avec une partie sur la résistance, des vitrines se rapportant au grand conflit du siècle et une partie sur la déportation à travers un triptyque. Parlons d'abord des uniformes. Alors vous voyez, vous pouvez voir des uniformes de la Première Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, comment sont-ils arrivés ici? Eh bien c'est simple, ce sont des personnes qui sont venues nous les apporter. Voilà. Après, nous travaillons aussi avec notre régiment, le 3e RPIMA, régiment de parachutistes, nous avons aussi la Légion, ensuite l'éducation nationale, bien sûr, et l'Office national des anciens combattants, et nous sommes soutenus par la collectivité, mais aussi par le conseil départemental. Voilà, donc je vous parlais des uniformes. Voilà donc des uniformes de la Première Guerre mondiale, 1914 et 1915. Voilà, donc ces uniformes ont été trouvés dans des coffres, et dont les personnes nous ont fait la générosité de venir nous les porter. Ils sont à l'exposition pour la plus grande joie, non seulement des scolaires, mais aussi des visiteurs. Voilà. Alors, à côté, ici, nous avons évidemment de très beaux trésors. Nous avons aussi l'uniforme des colonies, bien sûr, des années 20. Voilà, qui est très beau, l'uniforme d'adjudant-chef des troupes de main. La guerre 1940, la Seconde Guerre mondiale, du moins le début, uniforme français. Évidemment, un rappel de la guerre d'Algérie, où l'armée française a perdu tout de même quand même plus de 30 000 jeunes. Donc à travers cet uniforme, nous honorons ces hommes, tombés de 1954 à 1962 par une opération qui se disait à l'époque une opération de maintien de l'ordre. Un uniforme de sortie des années 50 et un beau chasseur alpin, tenu de sortie des années 50 du 7e BCA. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de partenariat, et voilà donc notre vitrine sur notre beau régiment que le général Bijard, le célèbre général des troupes de marine, et des parachutistes surtout, des parachutistes, nous a fait l'honneur de commander. Voilà. Il a commandé le 6e RPIMA en Indochine et le 3 en Algérie. Voilà. Quelques objets un petit peu qui sont très important, surtout historique, mais que nous avons vraiment le bonheur et la chance d'avoir. Une pendule qui appartenait à l'empereur. Voilà. C'est un legs d'une famille de Carcassonne, de courriers de maréchaux d'Empire, Berthier et MacDonald, et un buste qui a été dédicacé par le prince Jérôme Napoléon Bonaparte. Ici, nous avons un drapeau des mobiles de l'Aude, qui était une sorte de régiment de réserve, surtout pour des soldats qui faisaient le service militaire à cette époque-là, à la place d'autres. Il se passait la chose suivante, c'est que des jeunes ne faisant pas le service militaire, c'était le fameux tirage au sort, d'autres, en les payant, le faisaient à leur place. Voilà, donc
ce régiment de mobile, c'est le régiment de Carcassonne, qui était commandé par un capitaine Jules Sauzède, qui a une rue à Carcassonne, maintenant. Un hommage à nos pères fondateurs, dont le premier était dans la résistance, et il a rejoint ensuite l'armée du général Delattre, la première armée française, Ray Danube, et le deuxième était appelé en Algérie, a fait 28 mois de le Constantin. Ensuite, vous pouvez constater que nous avons énormément d'objets, de l'art de trancher. Un adjudant qui a fait aussi la campagne avec le général Delattre. Ici, nous avons aussi quelques objets un petit peu intéressants, ce petit coffret. Un caporal qui a fait toute la campagne avec le général Leclerc. Pendant que son frère, lui, se battait dans les forces aériennes françaises. Des petits soldats. Vous avez pu voir que nous avons énormément de petits soldats. Nous en avons d'ailleurs 15 000 à travers 47 dioramas. Alors, comme va dire Coluche, c'est l'histoire d'un mec, en fait, qui a passé toute sa vie à peindre les petits soldats. C'est un médecin ORL, et à ses heures perdues, eh bien, il peignait des petits soldats. Ce sont des plats d'étain, voilà, qui relatent et qui retransmettent les campagnes du Premier Empire. Un cadre magnifique. Ce cadre, c'est un cadre d'un ingénieur qui a fait d'abord toute sa formation au lycée aux arts et métiers d'Aix-en-Provence. Alors voilà, ici nous nous trouvons dans la salle d'exposition. D'exposition temporaire. Tous les 2 mois, nous changeons d'exposition. Tous les 2 mois, nous mettons une exposition sur les grands conflits du siècle. Alors nous partons de la Première Guerre mondiale, nous avons aussi sur la déportation. Seconde Guerre mondiale que nous présentons actuellement jusqu'à fin juin. Ensuite, nous passerons cet été sur la guerre d'Indochine, les missions extérieures de l'armée française septembre-octobre, et pour clore évidemment l'année, nous mettrons la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc ici, nous avons quelques vitrines, bien sûr, notre belle collection de petits soldats, n'est-ce pas? Et nous avons en haut le cadre, un cadre d'un officier qui est mort pour la France. Voilà. Si vous avez constaté certainement qu'à l'entrée, nous avions un bel uniforme de lieutenant avec le pantalon rouge, eh bien, c'est cet officier qui est mort au champ d'honneur à Verdun. Quand, en fait, pour reprendre, ce grand tableau, peint par un peintre local, nous a été donné par la Fédération André Maginot de l'Aude. Ce tableau était à la salle du réfectoire du château de la Grande Garenne à Paris, qui la première, c'est que parce que c'était André Maginot, puis en plus un beau tableau magnifique que j'avais vu en photo, et la deuxième raison, c'était que mon grand-père, ancien de Verdun, avait été à la Fédération Maginot. Troisième partie, nous allons aller dans notre musée permanent. Alors vous avez pu constater aussi que nous avons la suite de cette magnifique collection de plats d'étain dont je disais tout à l'heure, ces petits soldats sont peints aussi des 2 côtés. Imaginez la patience de ce monsieur, ce fut pour lui une véritable passion. Ici nous avons les insignes de toutes les armes de l'armée française. Nous en avons 1% par rapport à ceux qui ont une très très belle collection, mais aussi c'est presque infini, quoi. Voilà. Donc on a déjà cette belle collection. Nous avons les parachutistes, nous avons la Légion, nous avons les troupes de marine. Voilà, là nous disposons déjà d'un panel exhaustif à peu près de toutes les armes de l'armée de terre. Ici nous avons une évocation de la première armée française, du général Delattre, de son débarquement en Provence jusqu'en Alsace pour finir en Allemagne. Uniforme. Ici nous avons un parachutiste du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Ce régiment a été créé au Maroc
par les Américains en 1943. Voilà, donc la première tenue américaine. C'est un régiment actuellement qui est stationné à Pamiers dans l'Ariège. Voilà, c'est un régiment qui a participé à toutes les opérations depuis sa création. La gendarmerie nationale, qui ne connaît pas la gendarmerie nationale, ainsi que toutes ses missions. Ici, nous avons un motard de la gendarmerie nationale, plus communément appelé dans ce corps prestigieux, le chaboté. Et aussi, à travers cette vitrine, comment ne pas évoquer et rendre hommage au lieutenant-colonel Bertrand, ici présent. La Légion étrangère. Nous avons ici 3 sociétaires de notre association qui sont ou qui ont été membres de ce corps prestigieux. Ici, nous avons l'évocation et l'histoire de la Légion étrangère par l'uniforme, la tenue de sortie, le fameux képi blanc, la tenue de parade ancienne, la nouvelle ici, par ces carnets aussi, les étrangers qui doivent apprendre le français. Nous avons tout ce panel pour se rappeler ô combien est glorieux et prestigieux ce corps de toutes ces nationalités qui viennent servir la France avec honneur et fidélité, comme il est dit. Ensuite, nous avons des objets de la Première Guerre mondiale. Alors, nous avons des casques, bien sûr, et des casques français. Nous avons des casques aussi allemands. Nous avons aussi la vie quotidienne, avec des réchauds, avec des petites conserves, l'appareil photo. Et ainsi, nous avons, bien sûr, des baïonnettes, des décorations. Ces objets, l'Irak, le Liban, la Yougoslavie. L'ONU, bien sûr. Là, nous avons un parabijard de la guerre d'Algérie derrière. Et là, nous avons les conflits actuels. Alors, ici, nous avons une partie allemande, bien sûr, à travers un beau casque à pointe. Nous avons aussi un Stahlhelm, un casque modèle 1916. Nous avons ici, dans ces petits bocaux, le rappel de ces héros qui sont venus libérer la France et l'Europe pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. Voilà. Dans ces bocaux, il y a les sables des plages du débarquement. Voilà. Donc nous avons illustré avec ce modèle réduit de Landing Craft Tank avec le matériel américain. Voilà. Nous avons quelques affaires américaines, bien sûr. Ici, là, nous avons des munitions. Nous avons même un boulet de canon qui a été trouvé dans la cité de Carcassonne parce que quand ces cités, ces forteresses n'ont plus servi, vu que quand l'infante Marie-Thérèse a épousé le roi Louis XIV, la frontière avançait jusqu'aux Pyrénées. Donc, là, comme Carcassonne et d'autres comme Peyrepertuse, Quéribus, n'est-ce pas, n'ont plus servi. Et la cité de Carcassonne a servi soit de dépôt de munitions, soit de carrière de pierre. Et même de prison, vous voyez. Voilà. Une évocation du chantier de jeunesse de Vichy, qui est une sorte de service militaire et de sorte de scoutisme pour aider la population, pour les jeunes. Voilà. Qui a été annulé et abrogé lorsque les Allemands, en novembre 1942, ont envahi la zone libre. Service de santé des armées. Ah, j'oubliais. Les pompiers. Hommage aux pompiers qui sauvent des vies. Hommage aux pompiers qui éteignent de terribles incendies. Voilà cet ex-voto pour eux. Gloire à eux. Ici, nous avons le service de santé des armées. L'infirmière, la Première Guerre mondiale. Voilà. Ici, 2 uniformes de cérémonie de la Première Guerre mondiale, service de santé des armées. Allez, on va aller dans nos colonies. Ici, nous avons des objets du Cambodge, du Laos et de l'Indochine. Voilà. De l'art de tranchée, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, ainsi que des culots d'obus sculptés. Nous exposons ici une tenue de la Seconde Guerre mondiale de caporal, avec ses attributs, bien sûr. Nous avons fait une vitrine pour les Américains, il ne faut pas les oublier, ceux qui ont débarqué le 6 juillet 1944 pour combattre pour nos libertés.
Saint-Cyr. Tout le monde connaît Saint-Cyr, l'école militaire d'officiers, créée en 1802 par Napoléon. L'école militaire interarmes qui forme les sous-officiers de l'armée française pour être officiers. L'école nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan, la formation des sous-officiers, en direct ou semi-direct. Ici, la marine. Alors voilà, une petite vitrine marine. Nous avons toutes les armes ici. Petite vitrine marine avec radio, avec quelques modèles réduits, surtout du Charles de Gaulle. Nous allons même jusqu'au Foch et le croiseur de Grasse. Voilà, donc nous illustrons à travers cette belle vitrine notre marine nationale. Ici, là, nous avons des tenues des années 70, officiers, tenue outre-mer, et la tenue actuelle de l'armée française, la tenue TDF. Très rapidement, sur la déportation, nous avons ce triptyque qui représente le camp de Rawaroska, qui était un camp d'extermination par la faim, la soif et le travail. Les conditions les plus horribles sont dépeintes par un certain monsieur Roger Maire, qui a eu la chance de revenir, qui a habité Narbonne. Quand il est revenu, il a peint les terribles conditions de vie dans ce camp. Une tenue de résistant, aussi, qui a été déporté à Sachsenhausen. Ici, là, nous avons un déporté politique allemand, qui a été déporté au camp de Neuengamme. Et là, deux témoignages, un monsieur qui est le seul survivant, qui était le seul survivant, qui était israélite, le seul survivant de sa famille. Voilà. Comme ce jeune résistant, pareil, qui est mort au camp de Dora. Donc, nous continuons. Un drapeau qui a flotté sur une unité navale de la France libre. Un beau drapeau original, s'il vous plaît. Ici, nous avons une lettre qui a été manuscrite, qui a été écrite par le général de Gaulle. Et là, et je vais réclamer le plus grand silence, nous avons un chapeau qui a appartenu à Jean Moulin. C'est un membre de sa famille qui nous l'a donné il y a une vingtaine d'années à peu près. Voilà, nous avons une grande émotion quand nous regardons ce magnifique chapeau qui a une grande valeur historique. Un drapeau ici de l'association de la première division française libre. Voilà, beau drapeau restauré. Ici, nous avons l'évocation des maquis chez nous, dans les Pyrénées, mais aussi Carcassonne pendant l'occupation. Nous avons le testament d'un de nos résistants, un officier de police qui faisait des faux papiers pour la résistance et pour les Israélites. Il a été dénoncé. Il comprend qu'il va être fusillé et il écrit en occitan son testament avec sa cuillère. Il le grave sur le mur de sa prison, de sa cellule de prison. Ceci est mon testament. Si je laisse ma vie dans cette affaire, je souhaite et je choisis mon cousin Albert Rabon de Libourne comme héritier, à moins que ma chère Henriette y fasse opposition. Ce testament est écrit en occitan. Voilà. Ensuite, nous avons les décorations très émouvantes, puisqu'il est mort à 25 ans, d'un chef de la résistance, qui s'appelait Jean Bringer. Cet uniforme allemand nous a été envoyé par le bourgmestre de la ville d'Egenfelden, qui est la ville jumelle de Carcassonne. Ce bourgmestre avait fait la visite avec son conseil municipal. Alors là aussi, on a quelques effets allemands. Un conteneur de parachutage. Et là, nous avons des effets d'un résistant aussi, qui a ensuite été dans la première armée française. De venir me rendre visite ici à notre centre culturel de la mémoire combattante, centre de rue Trival à Carcassonne. Je vous remercie. Au revoir.
Je suis situé devant la cathédrale Saint-Michel. Elle a été fondée au XIIIe siècle. Et juste derrière moi, vous avez une statue de Jeanne d'Arc. Comme vous le savez, Jeanne d'Arc qui était paysanne et qui a libéré Orléans. Mettre en avant aussi les pompiers, la gendarmerie, toutes les personnes qui sont là pour notre sécurité à nous. Et c'est vraiment une belle initiative d'avoir fait ce musée à l'honneur de notre pays. Les expositions, très intéressantes, c'était très enrichissant. J'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai l'adresse dans la description. L'adresse s'affiche ici. Voilà. Et n'hésitez pas à y aller. C'est une visite à faire. Et j'avais pas prévu. Hein. Les rues sont colorées. Ça fait du bien. Regardez, là, on a du bleu. Juste ici. Et là, on a du jaune. Avec ces ruelles en pierre. Vous voyez, ça fait du bien de voir des ruelles colorées. Voilà, du jaune. Ça fait du bien parce que si vous avez apprécié cette vidéo avec moi, je vous invite à rajouter pouce bleu, commenter, partager et abonnez-vous en activant la cloche de notification. Merci beaucoup. Je vais vous afficher quelques photos de ma journée. Je vais afficher les 3 photos que j'ai sélectionnées. Voilà. Et si vous voulez voir plus de contenu, plus de photos, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux. Là, je vais rejoindre la gare. Retour Frontignan. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ce monsieur de m'avoir fait visiter le musée. Très gentil en tout cas.